Il est 7h42 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin, c'est Éric Veil. Bonjour. Vous êtes ancien conseiller ministériel, auteur de Retraite, un blocage français, ouvrage passionnant qui est publié chez Plomb, que vous venez juste de publier. Vous avez travaillé sur cette fameuse réforme à points avant le Covid, avant qu'elle soit enterrée, qu'on passe complètement à autre chose. Pourquoi on n'a pas réussi à expliquer tout l'intérêt de cette réforme à l'époque? Est-ce que c'est juste le Covid? Est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? C'est quoi votre sentiment aujourd'hui quand vous voyez le débat revenir sur la table? Je pense que si on tire les enseignements de la séquence d'il y a 5 ans, le système à points en soi était extrêmement vertueux. Avec un principe très simple qui était le suivant: 1 euro cotisé, quelle que soit la profession, quel que soit le moment de la carrière, devait ouvrir les mêmes droits. Chose qui n'existe absolument pas dans notre système actuel, qui reste éclaté en une quarantaine de régimes. Je rappelle que plus de 20% de la population est affiliée au cours de sa carrière à plus de 5 régimes, avec des règles très différentes, qui s'articulent de manière assez fine et complexe, et des régimes qui se superposent. Donc, en soi, le principe que je viens d'exposer, 1 euro cotisé ouvre les mêmes droits, était très vertueux. Le problème, je pense qu'il y en a eu 2 qui expliquent que la réforme à l'époque s'était enlisée. Je mets de côté le Covid, qui est la raison pour laquelle on a arrêté cette réforme. Mais indépendamment du Covid, je pense qu'il y a 2 raisons qui expliquent que c'était difficile d'expliquer ce système. D'abord, c'était la modalité du point, qui a laissé penser qu'en fait le point était une sorte d'arnaque pour faire baisser les droits à la retraite sans que les gens s'en rendent compte, c'est-à-dire que les gens puissent acquérir des points à la retraite, mais qu'au moment du départ, la valeur de ce point puisse fluctuer selon des critères assez flous au regard de la population générale. Et je dirais que la deuxième raison, c'était à l'époque le mode de transition qui avait été choisi. C'est-à-dire, on avait expliqué que finalement tous ceux qui étaient à plus de 15 ans de la retraite basculaient dans le nouveau régime. Donc il y avait toute une catégorie des actifs qui auraient été affiliés à 2 régimes. L'ancien régime qui est une usine à gaz et le nouveau régime qui est beaucoup plus simple, mais la transition entre les deux avait soulevé de nombreuses inquiétudes. Pour vous, passer un régime à points, c'est la meilleure des choses à faire. Vous défendez toujours ce système, sauf qu'il y a toujours un débat sur combien vaut le point. C'est là-dessus que tout se cristallise. Tout à fait. C'est pour ça que dans mon livre, je tire justement les enseignements de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Je fais le constat que la modalité du point avait suscité énormément d'inquiétudes et donc je propose un système, je pense, plus simple, bien plus clair, qui serait un système en euros. C'est-à-dire, le principe est le même. 1 euro cotisé ouvre les mêmes droits. Mais les droits ne sont plus comptés en euros, c'est en points, pardon. On n'utilise plus l'intermédiaire du point, mais on convertit directement des euros de cotisation en euros de pension. Par exemple, on dit que 20 euros cotisés donnent 1 euro de pension annuelle. De sorte que les euros s'accumulent au fil de la carrière. Chacun peut constater qu'il a acquis des euros qui grandissent d'année en année au fil de sa carrière et peut voir que ces euros sont définitivement acquis, ce qui est profondément rassurant, plus rassurant qu'un système à points. Et donc on part au moment où on considère que la cagnotte est pleine? C'est ça l'idée? Alors on consulte son compte retraite, on voit qu'on a accumulé, je ne sais pas, à 60 ans, disons 1 700 euros de retraite, et ensuite on fait un choix libre entre le niveau de pension et l'âge de départ. C'est pour ça que je propose aussi un système plus incitatif que celui qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je ne serais pas défavorable à ce qu'on remette un âge d'ouverture des droits à 62 ans, c'est-à-dire qu'on donne la liberté aux gens, s'ils le souhaitent, mais avec une pension un peu inférieure, de partir à 62 ans, mais je mets un âge du taux plein à 65 ans pour inciter à aller jusqu'à un certain âge. Mais chacun pourra assez librement faire le choix entre un niveau de pension éventuellement un peu plus faible s'il veut profiter plus de la retraite et un niveau de pension plus élevé à un âge un peu plus avancé. Et où est-ce que je fais rentrer les critères de pénibilité, les horaires décalés, les gens qui ont commencé très tôt? Où est-ce que ça vient, ça? Alors, dans le système qui avait été proposé il y a 5 ans, il y avait des points pour la pénibilité. On peut estimer que ces points soient directement convertis en euros, là aussi. Mais je pense sur la pénibilité, le débat, il est un peu impossible à partir du moment où on cherche à ce que le système de retraite règle tout, finalement. Que le système de retraite prenne en compte tous ceux qui, à un moment de leur carrière, ont vécu des situations usantes, des métiers usants. C'est pour ça que je plaide pour ma part pour mettre le paquet sur la prévention. C'est sur ce point où nous sommes en retard en France. C'est sur la prévention. C'est là où le conclave sur les retraites n'a pas réussi. C'est sur cette question de la pénibilité. Il y avait au moins un consensus sur la prévention, c'est-à-dire qu'on devait identifier au niveau des branches les métiers usants. Par ailleurs, il y a un fonds qui a été créé qui n'est pas assez abondé et qui n'est pas assez utilisé, mais un fonds pour prévenir l'usure au travail qui avait été créé au moment de la réforme Borne. Il est évident que quand on compare la situation française à celle des pays européens, il faut mettre le paquet sur la prévention. Et je pense même que pour les assurés eux-mêmes, c'est bien plus respectueux de leur dire, écoutez, on va mettre le paquet pour
des reconversions professionnelles, des formations, d'adapter des postes de travail, de la retraite progressive, plutôt que leur dire, écoutez, vous avez eu un moment un métier pénible, du coup on vous sort du marché du travail, sans essayer de vous reconvertir vers des métiers moins usants et faire une carrière complète comme les autres assurés. À aucun moment vous dites que c'est une bonne idée d'avoir un point, si on reste dans l'idée du point, qui vaut plus quand on a eu un métier pénible? Je pense qu'il faut les deux, mais il faut d'abord mettre le paquet sur la prévention et dans la mesure du possible, mais le système, le C2P, le compte de prévention ne marche pas très bien aujourd'hui, justement parce que c'est une usine à gaz. Mais pour autant, oui, bien sûr, et il faut aussi des mécanismes de réparation, mais des mécanismes de réparation qui arrivent en amont. Une fois qu'on constate que malgré des mesures de prévention, malgré ce qui a pu être fait pour éviter ce genre de situation, certaines personnes sont cassées par leur travail et donc méritent de partir plus tôt. Aujourd'hui, les Français sont à 18%, quasiment 19% de taux d'épargne. Est-ce que vous considérez qu'ils sont en train de se faire la réforme des retraites à eux tout seuls, que c'est la préparation justement du fait qu'ils auront des difficultés à avoir des montants totaux de retraite comme ils l'attendaient? Est-ce qu'ils se font une réforme des retraites à eux tout seuls? Je ne pense pas. Je pense que ce taux d'épargne s'explique d'abord par le taux d'épargne des retraités. Si on regarde le taux d'épargne par catégorie d'âge, ceux qui ont le taux d'épargne à plus de 20% le plus élevé, ce sont les retraités. C'est pour ça qu'à mon sens, c'est une des justifications qui supposerait de demander un effort aux retraités, en particulier aux plus aisés. Il y a l'Institut Rexecode qui a montré que sur les 5 dernières années, le taux d'épargne a monté à 65% à cause ou grâce aux retraités. Donc aujourd'hui, il y a une catégorie de la population qui peut épargner parce que finalement, ils ont une retraite relativement généreuse, un niveau de vie qui est assuré par un bon système de retraite. Et ces catégories-là, il faut donc les mettre à contribution. C'est une question de rendement budgétaire. Faire contribuer les retraités, ça rapporte tout de suite 3 milliards d'euros par point de désindexation. C'est une question d'équité intergénérationnelle, car les efforts qui ne sont pas faits par les retraités aujourd'hui, qui ont bénéficié, je le rappelle, d'un système de retraite assez généreux, le seront faits par ceux de demain. Et c'est par ailleurs une question macroéconomique, puisque, vous venez de le dire, le taux d'épargne des retraités est élevé, en tout cas d'une partie des retraités. Donc si on leur demandait un effort, il n'y aurait pas d'effet récessif par la consommation, puisque simplement ils devraient un petit peu désépargner. Comment on fait pour lutter contre, 1, le déni démographique français, 2, la bataille générationnelle qu'on entend à travers vos propos qui arrivent? Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. La première, à mon avis, chose à faire, et c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est tout simplement de la pédagogie. Expliquer comment fonctionne le système, expliquer la manière dont le ratio démographique en effet évolue, montrer que tous les autres pays ont fait des efforts sur le système de retraite et de ce point de vue-là, la France est en retard et de plus en plus en retard. Et c'est ainsi, je pense, qu'on pourra tenter petit à petit tout de même de créer un consensus sur le fait que le système de retraite de manière générale, les retraités en particulier, mais aussi les futurs retraités, devront faire des efforts. Mais on vient de suspendre la réforme, donc du coup, on est dans un signal totalement contradictoire avec ce que vous dites, parce qu'on donne l'idée qu'on n'a pas besoin de réformer le système. Je suis d'accord, je peux comprendre que pour des raisons à court terme, on ait suspendu la réforme pour acheter une stabilité à court terme, mais moi je suis sûr d'une chose, et je le répète, les efforts qui ne sont pas faits par ou les retraités d'aujourd'hui ou ceux qui sont proches de la retraite le seront faits par les générations d'après. C'est une fatalité quand on regarde le poids budgétaire des retraites dans notre budget. Je rappelle 25% des dépenses publiques, 14% du PIB, soit 2,5 points de plus que la moyenne de la zone euro. Et c'est aussi une fatalité quand on regarde notre situation budgétaire. Le Conseil d'analyse économique a montré que dans les 5-10 prochaines années, il faut faire 120 à 150 milliards d'économies structurelles. Et par ailleurs, il y a des dépenses nouvelles à financer pour l'avenir du pays, pour l'école, pour la santé, pour la défense. Donc, il n'y a pas d'argent magique. Donc, si on ne fait pas des efforts sur le système de retraite, il faudra moins dépenser ailleurs et que les générations d'après, elles, fassent les efforts. Est-ce qu'une dose de capitalisation est obligatoire pour vous ? Je pense que le problème, en soi, moi je serais tout à fait favorable à une dose de capitalisation sur le principe. Il y a un problème majeur, c'est celui de la transition. Pour passer d'un système à l'autre, il faut que toute une génération, et même en réalité 80 ans, pendant 80 ans, on cotise 2 fois. Une fois pour le système actuel, pour financer les pensions de retraite déjà liquidées ou déjà acquises, les droits à la retraite déjà acquis, et une fois pour constituer ses propres droits à la retraite. Dans la situation budgétaire d'aujourd'hui, je pense que c'est impossible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à des mécanismes pour booster
booster, pour favoriser des mécanismes facultatifs de retraite par capitalisation et tenter de les démocratiser. C'est aussi ce que je propose dans le livre. Mais un mécanisme, un pilier obligatoire, compte tenu de la situation budgétaire actuelle, ça me semble impossible. Philippe Aghion pense savoir qu'Emmanuel Macron prépare un référendum, notamment sur la retraite à points. Je sais que vous n'y croyez pas. S'il y avait une bonne question à poser aux Français sur la retraite en référendum, vous demanderiez quoi ? Je pense que dans le contexte actuel, je ne demanderai rien, parce que compte tenu du discrédit qui touche les gouvernants actuels, n'importe quelle question se verrait opposer un refus de la population, et je pense assez massivement. Mais je pense qu'un point intéressant que rappelle Philippe Aghion, c'est qu'on dit que la réforme Borne, en revenant sur la réforme Borne, on revient sur un totem du macronisme. Je ne suis pas d'accord. Le totem du macronisme, c'était la réforme à points. C'était ça la vraie réforme macroniste de dépassement sur le sujet, et c'est pour ça que je pense que les prochains candidats devraient à nouveau s'en saisir. Et si jamais c'est bien expliqué dans le cadre d'une campagne présidentielle, si on a fait un travail de pédagogie sur ce qu'est notre système actuel, sur ce qu'il pourrait être à l'avenir, pourquoi pas en faire une question référendaire, mais à l'issue d'un débat et à l'issue d'une campagne présidentielle. Pas avant. C'est suicidaire. Je pense qu'avant, c'est assez suicidaire. La CFDT est pour la réforme à points. C'est déjà un point pour avancer sur le dossier. Merci beaucoup, Éric Veil, d'être venu ce matin. Je rappelle, votre livre, ça s'appelle « Retraite, un blocage français ». C'est chez Plomb.